Bonsoir, je voudrais remercier Françoise pour m'avoir invitée à venir ici vous parler de l'effet Soneyev-Zeldovich. Et je vais commencer par des excuses. Mes transparences sont en partie écrites en anglais, certaines sont écrites en français et certaines n'ont pas d'accent parce que j'ai un clavier QWERTY. Je vous promets que la version qui sera mise sur le web sera corrigée de tout ça et sera en français. Je m'excuse aussi par avance pour les anglicismes que j'utiliserai très probablement, ainsi que parfois des fautes de français. Donc, je vais vous parler de l'effet Soneyev-Zeldovich dont vous avez entendu parler tout à l'heure par Françoise. Mais avant de vous parler de l'effet Soneyev-Zeldovich en tant que tel, je voudrais replacer un peu le contexte de cette présentation dans son cadre général. Le cadre général, c'est l'étude de la formation et de l'évolution des grandes structures de l'univers. Dans le scénario standard pour la cosmologie, on a comme précepte ou comme principe ou comme scénario justement l'idée que les grandes structures de l'univers, les amas de galaxies dont vous avez entendu parler lors du cours d'aujourd'hui, mais aussi les galaxies, les filaments, sont organisés et sont structurés. Cette structuration en fait est issue de l'effondrement gravitationnel de toutes petites perturbations de densité, des petites perturbations de densité qui étaient imprimées dans la distribution initiale de matière telle que ça a été, je dirais, initié par le champ d'inflation, le champ par lequel essentiellement la matière et l'énergie dans l'univers ont été plus ou moins créées, avec des grandes guillemets au mot créé. Ces petites perturbations de densité vont croître sous l'effet de la gravité et cette croissance de la gravité va organiser la matière sous forme d'une toile cosmique, sous forme de structures filamentaires à l'intersection desquelles se trouvent les amas de galaxies, des nœuds de ces filaments. Et vous avez entendu parler des amas pendant tout le cours précédent. Les amas sont à l'intersection de filaments, donc ces amas sont reliés en général par des filaments qui sont assez grands. Néanmoins, on voit des structures filamentaires, on appelle ça des ponts de matière, qui relient souvent deux amas, notamment des amas en interaction. Donc on a toute une hiérarchie de structures, de grandes structures de l'univers, depuis l'interaction entre les filaments, les grands filaments cosmiques et les ponts de matière entre les amas. Ces structures sont bien entendu formées par tout le contenu en matière de l'univers, à savoir elles sont formées par de la matière noire qui est la contribution dominante dans la distribution de la matière, mais aussi de la matière baryonique, c'est-à-dire de la matière ordinaire, la matière qui fait les choses qu'on a autour de nous. Et cette matière ordinaire, elle est sous différentes formes, elle aussi, sous forme de galaxies, on appelle ça du gaz froid, en fait, c'est le gaz qui, s'effondrant, arrive à une certaine condition de température et de densité qui lui permet d'émettre de la lumière et de se refroidir, de former des étoiles. Elle est aussi sous forme de gaz, un gaz diffus, un gaz ténu, qui n'a pas réussi à se refroidir complètement et qui n'a pas formé d'étoiles, qui est donc essentiellement à très haute température et ionisé, à savoir les électrons et les protons sont séparés. Si on regarde maintenant cette toile cosmique, cette distribution des grandes structures avec un autre regard, notamment en essayant d'analyser comment sont distribuées ces structures et comment est-ce qu'on peut définir des éléments de la toile cosmique. Il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées, qui ont été développées pour détecter des filaments, détecter des amas, détecter des super amas de galaxies, détecter des ponts. Et ces méthodes sont essentiellement basées sur de la statistique et sur des préceptes de physique. Toutes ces méthodes sont différentes, elles donnent donc des visions assez différentes les unes des autres de l'univers, mais néanmoins elles ont des descriptions relativement générales, relativement semblables. Et on en voit ici une caractéristique en particulier en voyant quel est le contenu de l'univers, c'est issu de simulations numériques, en termes de la fraction de masse et en termes de la fraction de volume. On voit en particulier que l'univers, d'un point de vue de sa distribution en masse, est dominé essentiellement par la masse qu'il y a dans les filaments et que les nœuds, les amas de galaxies, ne représentent qu'une fraction de l'ordre de 11%, avec des murs, on voit l'univers en 3D, donc les filaments sont une projection 2D d'un système à 3D, intervenant aussi, bien entendu, beaucoup pour la quantité en masse, et bien entendu, les vides cosmiques, eux, sont très peu massifs. Quand on regarde le volume occupé par chacun de ces éléments de la toile cosmique, la situation est complètement différente. En fait, les nœuds, les amas de galaxies, ne représentent que
0,1% du volume. Ils sont très petits, ils sont à l'intersection des filaments. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les vides qui occupent tout l'univers. C'est ce qu'on voyait un peu dans la présentation, enfin dans la photographie ou dans l'image de tout à l'heure. Les filaments et les murs, ou les parois qui entourent ces vides, représentent quant à eux une fraction relativement significative du volume. On peut voir ça aussi de manière différente, à savoir maintenant on peut se poser la question de savoir où se trouve la matière. On a regardé, elle se trouve essentiellement dans les nœuds, essentiellement dans les filaments, et comment se distribue cette matière d'un point de vue des halos. Donc la matière existe sous forme d'un gaz, mais elle existe aussi beaucoup sous forme de petits halos, de matière condensée. Et on voit que les nœuds en particulier, donc les amas de galaxies dont vous avez entendu parler, sont et représentent des halos de matière qui sont très massifs, de l'ordre de 10-14 à 10-15 masses solaires, que les filaments sont essentiellement peuplés par des halos de petite masse, entre 10 et 10-13 masses solaires, alors que les murs et les vides sont quant à eux occupés par peuplés par des objets relativement peu massifs de l'ordre de 10 masses solaires. Donc voilà, l'univers est essentiellement fait de différentes structures, des filaments, des ponts, des amas de galaxies. Ces amas sont rassemblés aussi parfois en superamas de galaxies. Et ces amas de galaxies, qui forment 0,1% du volume, sont très massifs, on le voit ici, et donc dans des conditions où le gaz, les baryons à l'intérieur de ces amas, est essentiellement ionisé. Il est ionisé et il est chaud. Ce sont des puits de potentiel de l'ordre de 10 à la puissance 14 masses solaires, 10 à la puissance 15 masses solaires. Donc l'énergie gravitationnelle qui maintient ce gaz dans ce puits de potentiel est tellement grande, que la température est tellement grande, qu'en fait, les photons du fond diffus cosmologique, lorsqu'ils traversent ce gaz chaud, par diffusion comme temps inverse, vont gagner de l'énergie. Ils arrivent relativement froids, traversent un gaz, interagissent avec les électrons, changent leur énergie, captent un peu de cette énergie des électrons et ressortent avec une énergie plus grande. Quand ils ressortent avec une énergie plus grande, ça se traduit d'un point de vue du spectre d'émission du corps noir à déplacer une population des photons du fond diffus depuis les basses énergies, basses fréquences, grande longueur d'onde, vers les hautes énergies, haute fréquence, petite longueur d'onde. Et ce déplacement, quand on le regarde d'un point de vue relatif, correspond à créer des trous dans le ciel. Holes in the sky. Cet effet Sonaev-Zeldovich, qui a été prédit en 1972, était en fait prédit et prévu par messieurs Sonaev et Zeldovich comme un élément observationnel permettant de démontrer l'existence du rayonnement fossile. En effet, il supposait que s'il y avait un rayonnement fossile, alors les photons de ce rayonnement fossile, c'est en 1972, peu après la découverte du fond diffus cosmologique par Penzias et Wilson, donc il disait, s'il existe effectivement ce rayonnement fossile, alors on s'attend à voir des trous dans le ciel, là où il y a du gaz chaud. Allons chercher là où il y a du gaz chaud, allons voir là où il y a des amas de galaxies, et si on démontre qu'il y a des trous dans le ciel, alors ça veut vraiment dire que ce spectre et que ce rayonnement existe et qu'on l'a déterminé d'une autre manière. Et en fait, pendant une vingtaine d'années, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont essayé d'observer ce fond. Et ce n'est qu'en 1993 qu'a eu lieu la plus sérieuse et incontestée mesure de l'effet Sonaev-Zeldovich en direction d'un amas de galaxies avec un télescope, un interféromètre dans le radio. Et c'est à partir de ce moment aussi, bien entendu, en 1993, le satellite COBE avait été lancé, le fond diffus cosmologique avait été mesuré d'un point de vue de son spectre, spectre de corps noir, des fluctuations de température avaient été mesurées aux très grandes échelles, l'existence du fond diffus cosmologique n'était plus du tout remise en doute, et c'est à partir de ce moment qu'a commencé en fait l'intérêt de l'effet Sonaev-Zeldovich, non pas pour démontrer l'existence du fond diffus cosmologique, mais plutôt pour étudier les amas de galaxies, parce qu'il est vrai qu'à chaque fois qu'un amas de galaxies se trouve dans la ligne de visée des photons du fond diffus, alors cet effet comme temps inverse, dont l'intensité, c'est-à-dire dont la brillance en quelque sorte, mesure la pression du gaz traversé, nous renseigne sur cette pression du gaz, à savoir la combinaison entre sa température et sa densité.
Cette mesure, en 1993, a bien entendu été suivie par un très grand nombre de mesures qui ont été faites en direction d'amas très connus. Mais ce n'est que vraiment très récemment, dans les années 2010-2009, qu'ont été obtenues les observations les plus probantes et les plus intéressantes, suivies bien entendu plus tard par les observations Planck. Cette époque et cette épopée se poursuit, à savoir en recherchant des trous dans le ciel, mais cette fois-ci non pas en direction d'amas connus, mais de manière aveugle, à savoir en pointant son télescope dans le ciel et en se disant il y a forcément des amas de galaxies, on le sait, on les voit en X, on les voit en optique. Ces amas ont du gaz, on doit les voir dans leur effet Z. Et c'est effectivement ce qui a été détecté, mesuré, notamment par le Atacama Telescope Survey Act, où on voit ici des petites observations, enfin des petits cercles noirs qui correspondent aux fameux trous dans le fond diffus cosmologique. Ces mêmes trous, avec une échelle de couleurs différente, ont été obtenus notamment avec un autre télescope. Les résolutions ici sont très petites, de l'ordre de 1 arc-minute, 2 arc-minutes, sachant que 30 arc-minutes est le diamètre de la Lune tel qu'on l'observe sur le ciel. Donc ce sont vraiment des objets et des amas relativement faibles en termes de leur taille, parce que relativement distants. Ce sont des trous dans le fond diffus cosmologique parce qu'on les observe dans une zone de fréquence où on a déplacé des photons. Les photons, qui étaient de faible énergie, ont été déplacés vers une zone haute énergie. Donc on s'imagine bien qu'à chaque fois qu'on observera aux basses énergies, c'est-à-dire aux basses fréquences, on s'attendra à voir des trous, mais si on observe aux hautes énergies, hautes fréquences, ces photons qui ont été déplacés dans leur distribution spectrale se retrouvent ici. Et donc normalement, l'effet Sonaev-Zeldovich a une signature spectrale caractéristique qui est celle d'un trou aux basses fréquences, d'un excès de brillance, donc un déficit de brillance aux basses fréquences, un excès de brillance aux hautes fréquences et un passage par l'état zéro à la fréquence de l'ordre de 220 GHz. Et c'est ce qui a été déterminé de manière spectaculaire par le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, dont le choix des fréquences d'observation a été fait explicitement, non seulement pour mesurer le fond diffus cosmologique, mais aussi pour mesurer cet effet Sonaev-Zeldovich dans le ciel. Alors, détecter ces amas, tel qu'on le voit, ça a l'air assez simple. Il suffit de regarder à basse fréquence et on voit des trous, à haute fréquence et on voit une surbrillance, mais le ciel n'est pas vide. Et en particulier dans les micro-ondes et dans l'infrarouge, qui sont un peu les domaines de longueur d'onde de l'effet Sonaev-Zeldovich, le ciel est très très chargé. Vous voyez ici en violet la signature de l'effet Z à laquelle sont superposées toutes les autres signatures du ciel. Celle du fond diffus cosmologique d'abord, celle de notre galaxie, celle des galaxies lointaines qu'elles émettent en infrarouge ou en radio, celle de l'émission radio, celle des nuages moléculaires, et tout ça est ce qu'on observe sur la ligne de visée dans le ciel. Et donc vous imaginez bien que pour détecter des amas de galaxies, il faut développer des outils, il faut développer des approches assez adaptées. Et ces approches adaptées sont basées sur notre connaissance de ce que sont ces amas de galaxies et de ce qu'est l'effet Sonaev-Zeldovich. Alors en particulier, on connaît son spectre. Il est connu notamment dans un cas non relativiste, c'est-à-dire quand les électrons sont chauds mais n'ont pas d'effet relativiste, ou en tout cas quand on les néglige, ce qui est assez raisonnable comme hypothèse. Ce spectre d'émission est donc connu et on s'attend effectivement à voir décroissance, passage à zéro, croissance. On connaît aussi la forme des amas de galaxies. Françoise parlait tout à l'heure du profil universel de pression des amas de galaxies. On le sait parce que des observations ont été faites dans le domaine des X, parce que des modèles ont été fabriqués à partir de simulations numériques comparées à ces modèles, et donc on connaît la distribution de pression des amas de galaxies. Et donc connaissant le filtre spatial, comment est distribuée la pression dans les amas, connaissant le filtre spectral, comment on regarde à chaque fréquence et dans quel signal on s'attend à chaque fréquence, en combinant ces deux informations, ce qu'on appelle un match multifilter, on augmente le rapport signal à bruit, on augmente le signal, on met en avant le signal SZ par rapport à tous les contaminants. Et c'est effectivement ce qui a été fait et ce qui permet en particulier de retrouver, notamment, comme vous le voyez ici, des mesures du spectre d'émission des amas de galaxies qui, sans ce filtrage, montraient
en particulier aux très hautes fréquences, parce qu'il y a de la contamination infrarouge, et qui, parce qu'on utilise ces deux filtres, le filtre spatial et le filtre spectral, redescendent vers la prédiction de l'effet SZ à laquelle on s'attend. En utilisant ces méthodes de détection optimisée, on a réussi à obtenir un grand nombre d'observations de sources SZ, en particulier en combinant, en mettant ensemble les données Planck, les données ACT et les données SPT. On arrive aujourd'hui à des très grandes quantités de sources SZ de l'ordre de 2700, dont 1800 qui sont de réels amas de galaxies. Et ces amas sont distribués, bien entendu, sur toute la sphère céleste parce qu'on utilise Planck, qui est un satellite observant tout le ciel, et où vous voyez ici cette bande noire qui correspond à l'émission de notre galaxie, où l'émission de notre galaxie est tellement forte qu'en fait, on ne peut pas utiliser du tout cette zone qui est beaucoup trop sale, contaminée pour la mesure de l'effet SZ. Vous imaginez bien que quand on mesure 2700, quand on a 2700 détections de sources SZ, et quand on sait par ailleurs qu'aux différentes fréquences, il y a de la contamination des galaxies, de l'émission de notre galaxie et ainsi de suite, il est très important de pouvoir faire la séparation entre les vraies détections, les vrais amas de galaxies, les fausses détections. En fait, séparer le blé de l'ivraie ou séparer les intrus du réel signal qu'on essaye de déterminer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire donc, pour distinguer les vraies des fausses sources, notamment celles induites par le bruit et la contamination astrophysique. On a utilisé des méthodes d'intelligence artificielle avec des réseaux neuronaux entraînés pour reconnaître les vrais amas. Et cet entraînement est parti d'un principe simple qui est que les vrais amas de galaxies sont pour certains connus et on les utilise avec toutes les informations sous-jacentes, leur masse, leur température et en particulier leur effet SZ, aux positions des galaxies, qu'elles soient infrarouges ou qu'elles soient émettrices en radio. Ces positions correspondent à des fausses détections et le réseau neuronal reconnaît donc à ces positions à quoi ressemble le ciel quand on détecte une source radio. Et dans des positions aléatoires du ciel, on a des fausses détections qui sont liées au bruit de mesure. Donc dans toute zone du ciel, le bruit de mesure, le fait que l'instrument n'est pas parfait, induit des fausses détections. Et en caractérisant ces fausses détections liées aux amas de galaxies, liées aux galaxies d'avant-plan et liées au bruit de mesure par comparaison aux vraies sources, aux vrais amas de galaxies, on peut classer l'ensemble des 2700 sources détectées en trois catégories. La catégorie des vrais amas de galaxies, la catégorie des fausses détections liées aux galaxies et aux signaux d'avant-plan, et la catégorie des sources SZ qui sont liées au bruit de mesure. Et on voit que c'est une vérification a posteriori du fait que notre méthode de détection qui a été optimisée en utilisant le spectre d'émission et en utilisant la taille et la forme des amas fonctionne bien. On le voit aussi en particulier quand on mesure la moyenne du spectre d'émission de tous ces objets-là et qu'on voit que cela répond relativement bien à un spectre SZ tel que prédit par la théorie. Ces amas de galaxies sont validés de manière statistique, mais ils sont aussi validés, c'est-à-dire vérifiés, on vérifie que ce sont les bons, notamment en observant avec tous les télescopes du monde ou dans tous les relevés du ciel. Et ces observations ont permis en particulier de trouver et de déterminer un très grand nombre de propriétés physiques pour ces amas que je vais résumer tout à l'heure. Ces observations et cette validation statistique nous a permis de construire le catalogue d'amas de galaxies vus par l'effet SZ le plus complet dans le ciel, le plus grand et celui qui contient les amas les plus massifs dans le ciel. On en voit ici une comparaison en particulier avec les observations obtenues avec le rayonnement en X, par comparaison et par opposition avec les observations liées à l'effet SZ. En particulier, c'est ce que disait Françoise tout à l'heure, l'émission en X dépend du redshift. Et plus un amas est loin, plus il apparaît moins lumineux. Donc les amas lointains sont finalement inaccessibles
au télescope actuel, en tout cas en X. L'effet Sonaev-Zeldovich, lui, est indépendant du redshift, indépendant de la distance. Chaque amas, à n'importe quel âge, à n'importe quelle distance de nous, traversé par les photons du CMB, imprimera une ombre sur le CMB, et cette ombre, cet effet, cette indépendance du redshift est traduite ici par le fait qu'on observe de manière similaire, ou en tout cas aussi efficace, des amas à très bas décalage vers le rouge qu'à très haut décalage vers le rouge. Et en particulier, avec Planck notamment, on arrive à mesurer, à détecter des amas de galaxies dans un espace des paramètres des redshifts et des masses très grandes, qui est le plus intéressant parce que ces objets les plus massifs au grand redshift sont des objets rares qui sont des traceurs très précieux pour le modèle cosmologique. Leur nombre, leur abondance et leur évolution nous renseignera sur la cosmologie, comme on le verra tout à l'heure. Toutes ces études sur les amas de galaxies, leur relevé, leur suivi, nous ont permis en particulier de trouver un certain nombre de points communs et de tendances pour cet échantillon, ce grand échantillon d'amas que nous avons collecté. En particulier, pratiquement tous les amas connus et accessibles à Planck, alors je dis accessibles, non pas parce que Planck n'est pas capable d'observer dans tout le ciel, c'est un satellite donc il observe dans tout le ciel, mais je vous ai dit, la bande de notre galaxie nous empêche de voir les amas, parce que le signal de la galaxie est beaucoup trop brillant. Donc tous les amas connus accessibles par Planck ont été détectés. De plus, Planck a détecté des centaines de candidats amas de galaxies qui ont été pour la plupart confirmés comme de vrais amas de galaxies. Et on arrive à ces propriétés génériques, ou en tout cas moyennes, ou statistiquement représentatives de l'échantillon d'amas de galaxies, qui montrent que les profils de densité des amas tels qu'ils sont détectés par l'effet EZ sont moins pentus. C'est beaucoup plus plat au centre, beaucoup plus plat notamment que les mêmes amas pour les mêmes masses observées dans les rayons X. En fait, les amas Planck sont en général moins lumineux en X par rapport à leur masse. La luminosité en X dépend de la partie centrale, elle dépend de la densité au carré, et donc toute densité au carré qui sera plus plate, moins pentue que ne l'est un certain nombre d'amas observés en X se traduira par une luminosité plus faible. C'est cette raison qui fait que nous avons détecté un plus grand nombre d'amas, notamment que les observations en X. On voit un très bon accord entre les prédictions déduites des rayons X et les mesures de l'effet Sonaev-Zeldovich de la pression du gaz. La pression du gaz mesure directement, l'effet Z mesure directement la pression du gaz. Les rayons X mesurant la densité et la température, en combinant les deux, prédisent cette pression et il y a un très bon accord entre les deux. On a vu aussi que la mesure ou les amas de galaxies tels que détectés par l'effet Sonaev-Zeldovich présentent une très grande variété d'états dynamiques. Tout à l'heure, Françoise expliquait la différence entre des amas relaxés, des amas non relaxés, des amas à cœur froid, des amas sphériques. Les amas EZ ont une bien plus grande variété, ou en tout cas semblent avoir une bien plus grande variété d'états dynamiques. 70% d'entre eux ont des morphologies perturbées, c'est-à-dire non pas des morphologies toutes jolies, mais un peu de sous-structure et un peu de distribution de luminosité un peu différente d'un point de vue spatial. Et 14% d'entre eux ont des systèmes multiples, sont des systèmes multiples. Donc l'observation plus précise, notamment avec les suivis en X, mais aussi avec les suivis en optique, a montré que là où Planck mesurait un effet Z, il y avait en réalité souvent des amas doubles, des paires, voire des amas multiples, des superamas. Nous avons aussi une plus petite fraction d'amas à cœur froid que dans les catalogues X. Les catalogues X et les observations X, encore une fois, sont biaisées. Elles voient essentiellement l'émission X, et plus l'émission X est forte, c'est-à-dire plus il y a un cœur froid, plus l'émission X est prominente, et plus on détecte des amas de galaxies. L'effet Z mesurant la pression, cette pression peut être due soit à la partie centrale, soit par exemple à la pression liée à deux sous-structures qui tombent l'une sur l'autre et qui, en tombant, augmentent la pression au centre. Et c'est pour cette raison qu'en fait, il y a moins de biais de sélection dans le cadre des amas mesurés avec l'effet Z que ceux mesurés avec les X.
Par ailleurs, 80% des amas massifs en SZ hébergent un halo d'émission radio, qui est un traceur justement de l'interaction entre les amas, par rapport à 40% dans les catalogues X. Ces observations ouvrent de nombreuses questions, notamment sur la physique intra-amas, la physique du gaz à l'intérieur des amas de galaxies, mais aussi des questions sur la sélection. Quand on observe et quand on détecte en SZ, est-ce que nous sommes en train de sélectionner finalement dans le ciel les mêmes objets que ce qui est sélectionné dans les rayons X ou en optique? Ces effets de sélection vont être très importants, comme vous le verrez, en particulier pour la mesure des paramètres cosmologiques, parce que pour mesurer les paramètres cosmologiques, ce qu'on veut, c'est un échantillon représentatif de l'univers. C'est un peu comme quand on fait des sondages, on veut un échantillon représentatif, on ne veut pas un échantillon de sondés qui soit tous jeunes, soit tous âgés, soit tous riches, soit tous pauvres. On veut quelque chose qui représente réellement la population. Et ces questions vont être vraiment au centre de l'utilisation des amas de galaxies comme sonde cosmologique. Je vous ai expliqué, enfin j'ai essayé en tout cas d'expliquer brièvement comment on détecte les amas de galaxies. On a une forme, ce profil universel de pression. On a un spectre d'émission, c'est ce spectre en S, avec moins de photons basse énergie, plus de photons haute énergie, et on détecte des amas. En fait, on peut faire la même chose sur la sphère céleste. Plus ou moins la même chose, on appelle ça de la séparation de composantes, et en utilisant ces mêmes techniques, à savoir des idées a priori sur la distribution du gaz, sur la forme de cette distribution et sur le spectre, on peut finalement retracer, cartographier l'ensemble de la distribution de l'effet Soneev-Zeldovich, c'est-à-dire l'ensemble de la distribution du gaz chaud dans l'univers. Que fait-on avec l'effet Soneev-Zeldovich, maintenant qu'on a à peu près présenté ce que c'était, quelles étaient ses limitations? Une toute première chose qu'on peut faire, c'est rechercher les baryons cachés ou les baryons manquants, notamment en utilisant la distribution du gaz chaud dans tout l'univers, c'est-à-dire la carte que je vous ai montrée. Tel que le présentait Françoise tout à l'heure, on sait que le modèle standard prédit un certain nombre de baryons, 17%, et que ces baryons ne sont pas pour la plupart dans les amas, et en particulier, en fait, ces baryons sont pour la plupart bien ailleurs, ils sont pour la plupart dans la toile cosmique. Alors on revient à cette toile cosmique. La toile cosmique est faite de toutes les composantes de matière, matière noire, matière froide sous forme de galaxies, et matière chaude sous forme de gaz. Cette toile cosmique a été énormément étudiée et a été tracée, cartographiée, notamment grâce aux relevés de galaxies. Vous voyez ici une représentation des différentes reconstructions filamentaires dans un relevé de galaxies, Vipers, qui montre comment les galaxies sont distribuées autour de leurs filaments ou comment des filaments sont tracés via la distribution des galaxies. Mais encore une fois, les galaxies ne forment qu'une toute petite fraction des baryons, de la matière ordinaire. Ce graphe montrant la fraction de masse dans les différentes composantes de matière montre bien que la courbe noire des galaxies est la plus sous-dominante en termes de nombre, de fraction de masse. Le gaz dans les amas de galaxies, qui est la courbe verte, ne représente pas beaucoup plus. En fait, dans deux simulations, en tout cas de deux hypothèses différentes, on voit que la composante principale est un gaz ailleurs. Le ailleurs étant caractérisé un peu plus précisément dans cette simulation, où on voit que dans une distribution de la température et des densités, l'essentiel du gaz, plus c'est rouge, plus il y a des particules de gaz. Donc l'essentiel de gaz se trouve à des densités de l'ordre de quelques à 100 par rapport à la densité critique moyenne de l'univers, et à des températures comprises entre 10 à la puissance 5 et 10 à la puissance 7 Kelvin, donc un gaz très chaud. Ces quantités, ces caractéristiques de densité et de température sont explicitement celles de la toile cosmique en dehors des objets liés, en dehors des objets virialisés.
en dehors des amas de galaxies et en dehors des galaxies. Et c'est effectivement ce qu'on observe aujourd'hui, où environ 40% des 17% de baryons de l'univers sont, dans l'univers local, inaccessibles. Alors manquants, mais en fait plutôt cachés. Et l'effet Sonaev-Zeldovich peut nous aider à les découvrir. En fait, ces baryons cachés, qui sont probablement dans les filaments et dans les ponts, sont déjà détectés, notamment avec des observations X, comme on le voit ici, dans cet amas extraordinaire à 2744, observé avec le satellite de l'Agence spatiale européenne XMM Newton, où on voit un amas et ses pattes d'araignée, ses points de connectivité à la toile cosmique. On imagine ici les filaments reliés à la toile cosmique. On le voit ici aussi, notamment, enfin on le devine en tout cas en radio, dans l'émission radio, dans cette paire d'amas, et on le voit de manière spectaculaire avec ce super amas de Shapley dans des observations en SZ. Mais la question se pose ici de savoir finalement ce gaz qui correspond à la majeure partie du gaz dans l'univers, essentiellement dans des filaments et dans des ponts, à quoi correspond-il? Comment est-il connecté? Comment ce gaz, comment ces filaments et ces ponts sont-ils connectés aux parties périphériques des amas de galaxies? Est-ce que ces ponts et ces filaments sont faits du même gaz qui est à l'intérieur des amas, le gaz intra-amas, ou est-ce que c'est fait de ce gaz externe, on appelle ça le WHIM, Warm Hot Intergalactic Medium, qui peuple, ou en tout cas qui emplit l'univers? Et comment ces filaments et ces ponts tracent-ils des processus d'effondrement et d'accrétion du gaz sur les amas de galaxies? Alors pour essayer de répondre à ces questions, on peut de nouveau regarder un objet particulier. On en choisit un, c'est le plus extraordinaire et on va l'étudier. Et en particulier, cette paire exceptionnelle, A3399 à 401, exceptionnelle parce qu'elle est tellement brillante qu'on a vu dès le début, dès les années 1996, une émission des rayons X entre les amas. Et je vous rappelle, les rayons X en général sont très très biaisés vers le centre, vers la partie dense. Donc l'amas est tellement exceptionnel que même dans la région sous-dense entre les amas, on voyait les émissions X. Exceptionnel aussi parce que dans les données Planck, ce signal SZ entre les amas de galaxies a une significance, est très fort. Et cet amas, qui a été observé de nouveau notamment par le satellite Suzaku de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, permet en particulier en combinant les données SZ et les données X d'en faire une caractérisation détaillée. Cette caractérisation détaillée passe non seulement par la mesure de la distribution du signal SZ, de sa modélisation par les amas de galaxies pour déterminer le signal central, cela passe aussi par la mesure de la distribution des galaxies entre les amas et dans les amas, et par l'étude de leur capacité à former des étoiles. Les amas de galaxies sont des objets qui se sont formés il y a longtemps, le gaz est tombé, toutes les étoiles se sont formées quasiment en même temps, et les amas de galaxies sont peuplés de galaxies très faiblement actives. On appelle ça en fait des galaxies passives. Elles sont rouges, elles sont vieilles, elles vieillissent tranquillement pour la plupart. Et dans cette étude combinée qui utilise l'effet Sonaev-Zeldovich de Planck, la métallicité et la température mesurées dans les X par Suzaku, on mesure non seulement la pression des amas de galaxies, mais celle du filament, on en mesure la géométrie, on en mesure la densité, et en particulier, on détermine qu'il n'y a aucune ségrégation entre les galaxies d'amas qui sont en vert et en bleu et les galaxies de filaments qui sont en rouge. Cet objet exceptionnel donne l'impression d'être un seul système formé en même temps, s'effondrant en même temps. Mais il y a des questions qui sont posées. En particulier, les observations X démontrent qu'il y a un choc perpendiculaire à l'axe
entre les deux amas de galaxies, et ce choc ouvre de grandes questions. Est-ce qu'il s'agit d'un choc perpendiculaire d'une nouvelle nature, ou est-ce qu'il s'agit d'un choc d'accrétion, c'est-à-dire de la matière qui s'effondre sur le filament et qui continue du coup d'alimenter ce filament et ces amas de galaxies? Alors effectivement, cet objet est très spectaculaire et on peut apprendre énormément de choses sur lui, mais finalement c'est un objet tellement spectaculaire et extraordinaire qu'il n'est pas représentatif de l'univers. Donc on essaye de regarder différemment, et on essaye de regarder en particulier en disant, bon, plutôt que de prendre une paire d'amas, prenons l'ensemble des paires de tout l'univers et voyons comment ça se comporte. Alors l'ensemble des paires de tout l'univers, c'est un petit peu exagéré. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un relevé de galaxies, SDSS, Sloan Digital Sky Survey, dont Françoise parlait tout à l'heure, et on sélectionne dans toutes les galaxies de ce relevé les galaxies rouges les plus brillantes, rouges parce que ce sont des galaxies d'amas, des vieilles, les plus brillantes parce qu'on suppose qu'elles sont au centre des amas, et donc ces galaxies rouges brillantes vont être nos indicateurs pour le centre des amas. On trace des paires entre chacune d'elles et on empile, et on empile, et on empile. Et en les empilant, et en soustrayant leur profil, on observe ce signal entre les paires empilées, un signal qui correspond à l'existence de filaments ou de ponts entre les amas de galaxies avec une amplitude pour le signal qui est vraiment, vraiment élevée et statistiquement significative. Cet empilement nous permet aussi de mesurer en particulier la densité de gaz, la densité de matière entre les amas de galaxies, et on voit une densité de l'ordre de 3, équivalente ou en tout cas similaire à celle qui est obtenue lors de l'empilement de la distribution de masse de l'antigravitationnel et dans les prédictions qu'on avait par rapport à nos simulations numériques du gaz dans des zones relativement chaudes et relativement peu denses. Mais on se dit qu'on peut aller plus loin, et en fait, les paires d'amas sont en général soit distribuées indépendamment dans le ciel, soit rassemblées dans des superamas. En effet, en fait, la matière est très grégaire, c'est un peu comme les êtres humains, surtout sur les plages d'été. Dès qu'il y a un parasol, il y a un parasol à côté. Ben là, c'est pareil. Dès qu'il y a un amas, il y a un amas à côté. Dès qu'il y a une galaxie, il y a une galaxie à côté. Et souvent, les amas de galaxies sont définis, existent dans ce qu'on appelle des superamas. Des structures qui sont en train de s'effondrer et qui vont donner, dans un avenir très lointain, des objets hypermassifs. Ces superamas sont détectés, et sont détectés encore une fois en regardant la distribution des galaxies. On en a choisi 689 pour des raisons de représentativité statistique, qu'on a de nouveau empilés pour voir quel était le signal dans ces très grandes structures. Voilà le signal empilé lorsqu'on soustrait toutes les composantes individuelles des amas de galaxies, une quantité, un signal plus faible que celui des paires de filaments, bien entendu, mais néanmoins significatif d'un point de vue statistique, et qui pourrait rendre compte de 16 à 40% des baryons cachés. Ces baryons sont bien entendu présents dans ces superstructures, dans ces superamas, dans les filaments. Et ils sont, alors donc ce que je mentionne ici, c'est que vous me direz de 16 à 40%, c'est qu'on n'est franchement pas sûr de ce qu'on fait. En réalité, cet écart entre ces deux valeurs vient du fait qu'il y a énormément d'inconnus. En particulier, les modèles des superamas sont encore très peu développés. Et donc, en utilisant des approximations, enfin, dans des modèles conservateurs, raisonnables ou optimistes, on trouve cette limite-là. Mais ce gaz-là existe au-delà, finalement, des superstructures, au-delà des superamas. Il existe dans la toile cosmique en tant que tout. Et cette mesure, donc pour mesurer cette quantité de gaz complète dans l'univers, on peut utiliser cette fois-ci le petit frère de l'effet Soneev-Zeldovich dont j'ai parlé. On appelle ça l'effet SZ cinétique, qui est vraiment très petit. Vous revoyez en bleu l'effet Soneev-Zeldovich dont je vous ai parlé. Moins de photons à basse fréquence, beaucoup de photons à haute fréquence, la distorsion du spectre. Et vous voyez en rouge l'effet cinétique pour un amas standard. Et vous voyez que c'est très très petit.
Cet effet cinétique, en fait, c'est simplement l'effet qu'a un observateur, que voit un observateur de changement de température quand le gaz ou quand un nuage bouge devant lui. Ça s'appelle l'effet Doppler. La signature spectrale, donc la distribution spectrale de l'effet cinétique, est identique à celle du fond diffus cosmologique, ce qui fait que c'est très très difficile à détecter. Et pour le détecter, on est obligé de supposer ou de faire des modèles ou d'utiliser des modèles de la distribution des galaxies. En utilisant ces modèles de la distribution de galaxies avec Planck et SDSS, ou avec SPT et DIS, un autre relevé de galaxies et un autre relevé du fond diffus cosmologique, on arrive à mesurer cet effet cinétique et en particulier à mesurer quelle est l'épaisseur optique, donc la quantité de gaz ionisé dans l'ensemble de l'univers. Alors, ce sont des mesures statistiques, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette mesure peut être faite à beaucoup plus petite échelle. Ici, c'est l'observation d'un seul amas de galaxies, un amas à z égale 0,54, dans lequel trois sous-structures ont été déterminées avec les données X, et où on voit les mouvements relatifs des sous-structures tombant les unes dans les autres grâce à l'effet Sonaev-Zeldovich. L'effet Sonaev-Zeldovich, que peut-on en faire d'autre que rechercher les baryons manquants? Alors vous voyez qu'on en a trouvé un certain nombre, le chemin est encore long pour en trouver. C'est déterminé par le fait qu'on doit améliorer nos modèles des objets qu'on voit, améliorer nos données et aussi inventer des méthodes statistiques qui nous permettent de retirer un signal très faible au milieu, enfin c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin, au milieu de contaminants assez importants. Néanmoins, les amas de galaxies, eux, sont relativement faciles à observer, en particulier quand on les connaît, quand on a mesuré leur décalage spectral, leur redshift, et quand on les a identifiés. L'effet SZ est indépendant du redshift, c'est ce que je vous ai dit, de la distance, et donc on peut l'utiliser pour tester l'expansion adiabatique de l'univers. Et là, c'est assez intéressant parce que ça revient finalement aux idées premières de Sonaev et Zeldovich de dire l'effet Sonaev-Zeldovich sera une observable permettant de démontrer, d'observer l'existence du fond diffus. Là, c'est un peu la même approche. L'effet Sonaev-Zeldovich, parce qu'il est indépendant du redshift, peut être mesuré à n'importe quel âge de l'univers et peut nous permettre de savoir si finalement l'univers a subi une expansion adiabatique ou pas. Alors l'expansion adiabatique, c'est le modèle standard. Néanmoins, dans des cas tels que des variations de constantes fondamentales, ou dans le cas de non-conservation de photons, c'est-à-dire qu'il y a des photons qui s'ajoutent dans le bilan total de l'univers, par exemple dans le cas de la matière noire, l'énergie noire qui se désagrège, désintègre, des photons supplémentaires se rajoutent et là où l'expansion adiabatique stipulait que la température du fond diffus cosmologique évoluait avec 1 plus z, et bien dans ce cas, il va y avoir un écart, une déviation à cette loi linéaire, notamment explicitée par ce paramètre bêta. Ce test a été proposé il y a assez longtemps, en fait, relativement tôt, dès qu'on a pu vraiment mesurer l'effet SZ, mais ce n'est qu'avec l'avènement des grands nombres d'amas de galaxies observés qu'on peut mesurer cette température. Et ce que vous voyez ici, en fait, ce sont les mesures de 813 amas de galaxies à des décalages spectraux des redshifts inférieurs à 1, regroupés en 20 éléments, en 20 bins, que vous voyez là. Et la droite, là, que vous voyez, n'est pas un ajustement. C'est simplement une droite tracée avec la température du fond diffus cosmologique tel qu'on la connaît et qui fonctionne super bien. L'ajustement, par contre, va nous permettre de faire une vraie mesure de l'écart. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que d'autres chercheurs et collègues ont fait avec d'autres expériences ou avec Planck. Et c'est ce qu'on a fait aussi en combinant ces mesures utilisant l'effet Sonaev-Zeldovich et celles utilisant les raies atomiques et moléculaires d'objets à très grand redshift, donc là vous voyez à bas redshift et à très grand redshift, et qui permettent de mesurer elles aussi la température du fond diffus cosmologique. Et en faisant l'ajustement, on voit qu'il y a de contraintes très fortes, en fait ce sont les contraintes les plus fortes sur l'évolution de la température du fond diffus cosmologique en accord avec l'expansion adiabatique. Malheureusement, l'univers n'est pas encore assez exotique.
Les amas de galaxies, encore une fois, on peut les détecter et encore une fois, quand on les connaît, quand on a mesuré leur redshift, quand on a une idée de leur masse, alors on peut les utiliser, notamment quand ils sont représentatifs de la statistique de la population. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand dans un sondage, on choisit un panel de personnes représentatifs d'une société. Là, c'est pareil, notre population, ce sont les amas de galaxies, et il s'agit de les choisir de telle sorte qu'ils soient représentatifs. Ne pas choisir les plus massifs, parce qu'ils ont une physique spéciale, ne pas choisir les moins massifs, parce qu'ils ont une physique différente, mais un mélange, et s'assurer que ce mélange est représentatif. Cette idée part du principe qu'effectivement, les perturbations initiales de densité vont s'effondrer et vont créer ce que je mentionnais tout à l'heure, la distribution des grandes structures. Vous voyez ici 4 panneaux avec 4 modèles cosmologiques différents. Et si vous vous concentrez simplement sur la région que j'ai entourée, vous verrez que, bon, j'ai entouré juste en 3, désolé, mais sur cette région-là, vous voyez que la quantité de points jaunes, ou la quantité d'intersections de filaments, puisque les amas sont des intersections de filaments, est totalement différente dans ce modèle et dans ce modèle. Ces 3 panneaux sont issus de simulations numériques. Ça se traduit aussi par l'abondance. C'est-à-dire que si on s'amusait à calculer quelle est l'abondance, le nombre d'amas de galaxies en fonction de leur redshift ou en fonction de leur masse, c'est ce qu'on voit ici. Ces abondances sont complètement différentes. Et c'est donc cette trace, la différence d'abondance en fonction de la masse et du redshift, qu'on va essayer d'utiliser pour faire dire au comptage, à l'abondance des amas, quelle est la cosmologie de l'univers. Pour ce faire, on va comparer la distribution observée des amas de galaxies avec la prédiction des modèles en utilisant un outil mathématique ou statistique qu'on appelle la vraisemblance. C'est la probabilité d'avoir vu des objets étant donné une théorie, étant donné une prédiction. Dans cette vraisemblance, il y a un certain nombre d'ingrédients très importants. Le premier, bien entendu, est la fonction de masse, théorique, la prédiction. Quel est le modèle sous-jacent? Si on mettait un modèle avec de la gravité normale, ou si on mettait un modèle avec de la gravité modifiée, on ne s'attendrait pas aux mêmes prédictions. Donc il faut commencer par mettre un modèle et explorer ce modèle. Oh là, désolé, la fonction de sélection. La fonction de sélection de l'échantillon, c'est justement quel est l'échantillon, quelle est la population que j'ai choisie. Est-ce que j'ai choisi les faibles masses, les grandes masses? Est-ce que j'ai choisi les amas de l'hémisphère nord, les amas de l'hémisphère sud? Tout ça doit entrer dans notre description statistique pour éviter d'avoir des biais, éviter d'avoir des conclusions qui dépendent de l'échantillon. Et la relation d'échelle, scaling relation, je crois que Françoise en a parlé aussi, qui relie l'observable à la masse noire, la masse du halo. Parce qu'en réalité, quand on observe le ciel, on voit une luminosité X, on voit l'effet SZ, mais toutes ces grandeurs qu'on observe ne sont qu'une transcription de la quantité de masse totale de matière noire qui, elle, par contre, est invisible. Et ce lien est très important à caractériser et justement à mettre dans notre analyse pour s'assurer de la véracité des résultats. J'illustre ici l'effet de la fonction de sélection en comparant une fonction de sélection des rayons X où la quantité, le nombre d'amas détectés est très fortement réduit à grand redshift parce que la luminosité dépend de la distance. Un objet distant apparaît moins lumineux. Par comparaison, la fonction de sélection des observables SZ, elle, ne dépend pas de la distance. Et on voit déjà qu'en fait, la sélection à SZ est beaucoup plus intéressante parce que cette sélection à SZ ne va pas nous faire rater une population d'objets simplement parce qu'ils nous apparaissent plus loin. Ça va vraiment prendre en compte l'ensemble de la population. Un deuxième élément, donc le deuxième élément, c'est les relations d'échelle. Les relations d'échelle sont donc comment on relie l'observable à la masse. On peut relier la masse aux observables dans les X en utilisant la température, la luminosité,
dans l'optique en utilisant la vitesse des galaxies ou le nombre de galaxies dans l'amas, et en NSZ en utilisant la pression. Et on voit bien qu'à chaque fois, les processus physiques qui vont faire qu'une masse émet ou qu'une masse de halo a des galaxies vont être très différentes. Est-ce que c'est à l'équilibre hydrostatique? Est-ce que ça continue d'accréter de la matière? Est-ce qu'il y a des électrons relativistes? Tout ça va être énormément complexe. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tendances. Mais ces tendances se traduisent de manière différente. Ceci sont deux résultats d'une même simulation montrant la relation entre la masse et la luminosité X, d'une part, et cette même masse avec la pression du gaz, la mesure de l'effet SZ. Le rouge et le noir indiquent deux modèles physiques. Dans un cas, on réchauffe et on refroidit le gaz de manière efficace. Dans le deuxième cas, on laisse le gaz sans refroidissement. En fait, c'est juste un effet pour modéliser la potentielle complexité de la physique. On voit que la courbe rouge est complètement différente. Sa pente est totalement différente. C'est ce qu'on appelle un biais. On voit que l'effet SZ, par contre, est assez insensible finalement à la physique des amas de galaxies. On voit aussi une dispersion assez large, ce qui fait qu'on ne sera pas complètement très sûr des mesures qu'on va utiliser. La dispersion est beaucoup plus faible. Ces deux effets, le fait qu'il n'y ait pas de biais et une dispersion faible pour l'effet SZ, en font là encore un outil particulièrement intéressant pour les paramètres cosmologiques. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est relier cette masse aux observables SZ, et je vais vous passer, parce que je pense que ça va bientôt être là. Donc on relie la masse aux observables SZ, on compte le nombre d'amas qu'on a dans le ciel, on compare à notre théorie, à notre prédiction, et un des résultats les plus surprenants finalement de Planck en 2014 a été de montrer que les paramètres cosmologiques, notamment la densité de matière et la normalisation du spectre de puissance, étaient complètement différents quand on observait le fond diffus et quand on observait les amas de galaxies. Or, on est censé observer le même univers. Et donc, il est assez compliqué de se dire, ou en tout cas bizarre de se dire qu'on n'arrive pas à retrouver le même univers sous-jacent avec deux observables. Cette étude a été reproduite avec les données Planck de nouveau, et les résultats ont été confirmés, à savoir la mesure de la masse des amas de galaxies posait un souci. La tension, donc cette différence entre la mesure du fond diffus cosmologique et celle des amas, a été confirmée par des observations X faites par une collaboration complètement différente, ainsi que par des mesures de l'effet de lentille gravitationnelle, là encore totalement indépendantes. Et là, s'est posé la question, finalement, comment résoudre cette tension, comment résoudre cette différence? Cette différence peut être résolue en faisant remonter l'ellipse des amas SZ vers le haut, ce qui veut dire, grosso modo, en multipliant par un facteur 2 la masse des amas. Et ça, c'est impossible. Les observations X, les observations SZ et les observations en effet de lentille ne peuvent pas tolérer une masse qui soit fausse d'un facteur 2. La deuxième solution, pour remettre les deux ensemble, c'est de faire baisser en fait les valeurs du fond diffus. Et alors en particulier, ça peut se faire en ajoutant des neutrinos, en ajoutant d'autres composantes cosmologiques, un petit peu exotiques. On a refait l'analyse récemment, en particulier en utilisant la mesure de l'épaisseur optique la plus récente des données Planck. Cette mesure de l'épaisseur optique a pour tendance de baisser naturellement et sans artifice exotique l'ellipse de paramètres cosmologiques du fond diffus, et on retrouve cette fois-ci un accord statistiquement raisonnable entre les amas de galaxies et le fond diffus cosmologique. Je pense que je vais probablement éviter de vous présenter l'utilisation de la carte SZ. Chacun de ces points dans cette carte correspond à un amas de galaxies détecté, mais l'ensemble du signal, en particulier l'ensemble du signal jaune, correspond à du gaz chaud dans l'univers. Et on peut, grâce à des outils statistiques,
un spectre de puissance, une distribution de densité, un spectre de corrélation à 3 points, caractériser le contenu en f et z et caractériser le modèle sous-jacent. Et nous avons trouvé, en analysant cette carte, un accord, là encore, entre l'effet Sonaev-Zeldovich et le fond diffus cosmologique avec les toutes dernières valeurs de l'épaisseur optique. Je vais conclure en disant que le chemin qui a été parcouru depuis la prédiction de l'effet Z en 1972 et maintenant est vraiment très grand. Et nous avons vécu, lors des quasi 10 dernières années, une réelle révolution de l'effet Z. On a maintenant de manière routinière des mesures de l'effet Sonaev-Zeldovich, soit à très petite résolution angulaire pour voir vraiment la physique interne des amas, notamment avec NICA 2, mais aussi en utilisant des relevés du fond diffus cosmologique, en particulier depuis le sol, et malheureusement pour l'instant en particulier uniquement chez nos collègues américains. Je dis en particulier malheureusement parce que nous n'avons pas toujours accès à ces données. Le satellite Planck a vraiment été un élément majeur de cette révolution parce que ça a été l'expérience qui a fourni une distribution complète des amas de galaxies dans tout le ciel, la détection de plusieurs centaines de nouveaux amas de galaxies, permettant en particulier l'étude vraiment caractéristique des amas, des objets les plus exceptionnels, des paires et des superamas, mais aussi et surtout permettant d'utiliser pour la première fois les amas de galaxies comme sondes cosmologiques limitées uniquement par notre compréhension détaillée de la physique des amas de galaxies et en particulier par leur mesure de masse. Et je vous remercie pour votre attention.